Maman, tu mens. Comment peux-tu inventer une chose pareille sur mon mari? Les mots de ma fille Amélie ont résonné dans mon petit appartement à Marseille comme une gifle. Je suis Vivienne Rousselot, j'ai 66 ans, et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ma propre fille m'appellerait menteuse pour avoir essayé de la protéger de la vérité la plus sordide que j'ai jamais découverte. Tout a commencé 3 semaines auparavant, lors du dîner d'anniversaire de mariage d'Amélie et Bastien. Ils célébraient 5 années ensemble, et j'avais préparé un coq au vin spécial dans ma cuisine. Le vent mistral soufflait fort dehors, faisant trembler les fenêtres de mon appartement du 3e arrondissement, mais à l'intérieur de la maison l'ambiance devait être chaleureuse et familiale. Cette soirée-là, j'avais passé des heures à préparer le repas avec un soin particulier. Ma petite cuisine sentait bon les herbes de Provence, le thym et le romarin que j'avais cueillis sur mon balcon le matin même. Les casseroles mijotaient doucement sur la cuisinière à gaz, créant cette atmosphère de foyer que j'avais toujours aimé offrir à ma famille. Amélie était radieuse cette nuit-là, portant une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts, héritage de mon défunt Marie-Henri. Elle riait aux plaisanteries de Bastien, tenait sa main avec tendresse, et je voyais en elle la même petite fille qui, des années auparavant, me racontait ses secrets avant de s'endormir. Ses cheveux châtains, qu'elle portait maintenant courts à la mode parisienne, encadraient délicatement son visage, et quand elle souriait, tout son être s'illuminait d'un bonheur que je pensais authentique. Bastien, avec ses 34 ans, ses cheveux châtains toujours bien peignés et ce sourire conquérant qui avait charmé ma fille, semblait le gendre parfait. Il travaillait dans une entreprise d'architecture réputée de Marseille, gagnait bien sa vie, et parlait souvent de leurs projets d'avenir avec tant d'enthousiasme qu'il était difficile de ne pas être séduite par sa personnalité apparemment charismatique. Ce soir-là, pendant que nous dégustions l'entrée, une tapenade que j'avais préparée avec des olives noires de Kalamata, Bastien me complimentait sur ma cuisine avec une galanterie qui me touchait. « Vivienne, vous devriez ouvrir un restaurant », disait-il en savourant le pain grillé. « Amélie a vraiment de la chance d'avoir appris à cuisiner avec vous. » Ma fille rougissait de plaisir. « Maman a toujours été la meilleure cuisinière de Marseille », répondait-elle en me lançant un regard plein d'amour. Quand j'étais petite, tous mes amis voulaient venir goûter ses plats. Ces moments de bonheur partagé me réchauffaient le cœur. Depuis la mort d'Henri, il y a 10 ans, c'étaient ces instants en famille qui donnaient du sens à ma vie de veuve. Voir ma fille heureuse et épanouie était tout ce que je désirais en tant que mère. Mais j'étais sur le point de découvrir que les apparences peuvent être terriblement trompeuses. Pendant le dessert, une tarte tatin que j'avais préparée avec des pommes du marché de Noailles, Amélie est allée aux toilettes. L'appartement était silencieux, à part le bruit lointain de la circulation sur la canebière et le tic-tac régulier de l'horloge ancienne que Henri m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Bastien s'est approché de moi dans la cuisine, prétextant vouloir m'aider avec la vaisselle. Au début, tout semblait normal, nous parlions de son travail à l'entreprise d'architecture, des plans qu'ils avaient pour avoir des enfants. Il me racontait ses projets de rénovation d'un vieux mas en Provence, ses yeux brillants d'excitation quand il décrivait les poutres anciennes et les murs en pierre qu'il voulait restaurer. « Vous savez, Vivienne, » me disait-il en s'approchant du comptoir où je lavais les verres à vin, « j'aimerais beaucoup que vous veniez voir la propriété quand nous l'aurons achetée. Votre avis sur la décoration nous serait précieux. » J'étais touché par son attention. Peu d'hommes de sa génération accordent de l'importance aux opinions des femmes de mon âge. Ce serait avec plaisir, Bastien, avais-je répondu en souriant. Mais alors, tandis que je lavais délicatement les verres en cristal, des pièces héritées de ma belle-mère, j'ai senti ses mains se positionner sur ma taille. Au début, j'ai pensé que c'était accidentel, peut-être un geste maladroit en voulant atteindre quelque chose derrière moi. Mais ses mains ne bougeaient pas. Au contraire, elles semblaient prendre possession de mon corps d'une manière qui me mettait profondément mal à l'aise. « Vivienne » a-t-il murmuré près de mon oreille, sa voix ayant pris une tonalité que je ne lui connaissais pas, « vous êtes une femme très séduisante pour votre âge. » Mon sang s'est glacé. Le verre que je tenais a failli me glisser des mains. J'ai essayé de me dégager, mais il a persisté, ses mains descendant vers des endroits qui ne devraient jamais être touchés sans permission. « Bastien,
Arrêtez cela immédiatement, ai-je dit d'une voix ferme mais basse, ne voulant pas qu'Amélie entende depuis les toilettes du couloir. Il a ri d'une manière troublante, un rire que je n'avais jamais entendu pendant les 5 années où je le connaissais. Détendez-vous, c'est juste une caresse. Amélie n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Ce n'était pas un malentendu ou un geste maladroit. C'était délibéré, calculé, et surtout, c'était la trahison de la confiance que ma fille avait placée en lui. Je l'ai repoussé avec force, mon cœur battant de manière désordonnée. « Comment osez-vous » ai-je chuchoté, ma voix tremblant de colère et de dégoût. Bastien a simplement haussé les épaules, comme si ce qui venait de se passer était parfaitement normal. « Ne soyez pas si dramatique, Vivienne. C'était juste un compliment. » Quand Amélie est revenue des toilettes, Bastien était de nouveau à sa place, souriant comme si rien ne s'était passé. Il a passé son bras autour des épaules de ma fille et a déposé un baiser tendre sur sa tempe. « Tu as mis du temps, chérie », lui a-t-il dit avec cette même voix douce et aimante qu'il utilisait toujours avec elle. « Désolé, j'ai téléphoné à Sylvie pour lui souhaiter bonne nuit », a répondu Amélie en se blottissant contre lui. Sa petite Emma fait ses dents et elle ne dort pas bien. Le reste de la soirée s'est passé dans un brouillard d'inconfort et d'incrédulité. J'observais Bastien jouer le rôle du mari parfait, complimentant ma cuisine, racontant des anecdotes amusantes de son travail, planifiant leurs prochaines vacances en Corse. Chaque sourire qu'il adressait à Amélie, chaque geste tendre qu'il avait pour elle, me semblait maintenant teinté d'hypocrisie. Comment un homme pouvait-il être si affectueux avec sa femme tout en manquant de respect de façon si flagrante à sa belle-mère ? Comment pouvait-il regarder ma fille dans les yeux en sachant ce qu'il venait de faire ? Quand ils sont partis ce soir-là, Amélie m'a embrassée comme d'habitude. « Merci pour ce délicieux repas, maman. Tu nous gâtes toujours autant. » Bastien, lui, m'a fait la bise sur les 2 joues, comme il le faisait depuis 5 ans. Mais cette fois, il a murmuré à mon oreille, si bas qu'Amélie ne pouvait pas entendre, « Bonne nuit, Vivienne. J'espère que vous avez passé une soirée mémorable. » Après leur départ, je me suis retrouvée seule dans mon appartement, entourée de la vaisselle sale et de l'odeur persistante du dîner. J'ai regardé autour de moi, les murs décorés de photos de notre famille, le canapé où Amélie s'asseyait enfant pour faire ses devoirs, la table où nous avions partagé tant de repas heureux, et j'ai eu l'impression que tout avait changé en l'espace de quelques minutes. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé des heures à me demander si j'avais mal interprété la situation, si je n'avais pas exagéré la portée des gestes de Bastien. Peut-être était-ce effectivement un malentendu ? Peut-être ma solitude de veuve me rendait-elle hypersensible à ce genre de contact ? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. L'instinct d'une femme de 66 ans qui a vécu, qui a connu les hommes respectueux comme Henri et qui sait reconnaître les intentions malveillantes, ne se trompe pas. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai pensé 1000 fois si je devais ou non en parler à ma fille. Bastien continuait à se comporter normalement en sa présence, mais chaque fois que nous nous retrouvions seuls, même pour quelques secondes, il trouvait un moyen de me mettre mal à l'aise, un contact accidentel, un commentaire déplacé, des regards qui me faisaient me sentir vulnérable et souillée. La fois suivante, c'était lors de leur visite du dimanche. Amélie était sortie acheter des croissants à la boulangerie du coin, et Bastien, qui était resté pour m'aider à préparer le café, avait de nouveau tenté de s'approcher de moi de manière inappropriée. « Vivienne », m'avait-il dit en se positionnant de façon à bloquer ma sortie de la cuisine, « vous semblez tendue depuis notre dernier dîner. Vous n'allez pas en faire tout un plat, j'espère ?» Sa façon de minimiser ce qui s'était passé, de me faire sentir comme si j'étais celle qui créait un problème, m'avait révoltée. Je ne suis pas tendue, Bastien. Je suis dégoûtée. Il avait souri de ce sourire froid que je commençais à connaître. Amélie serait très déçue si elle apprenait que sa mère a des pensées déplacées à mon égard. C'était de la manipulation pure et simple, et nous le savions tous les deux. La goutte d'eau a été la semaine dernière. Amélie était sortie faire des courses et m'avait demandé de rester à la maison pour attendre la livraison d'un meuble qu'elle avait commandé. Bastien est arrivé plus tôt du travail,
pensant que nous étions seuls, a tenté de m'embrasser de force sur le canapé du salon. J'ai réussi à me dégager et à courir vers ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire un malaise. À travers la porte, je l'entendais rire. « Ne faites pas l'enfant, Vivienne, disait-il. Vous savez que vous en avez envie aussi. Les veuves solitaires ont besoin d'affection. » C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, tout raconter à Amélie. Mais quand j'ai finalement trouvé le courage de parler, 3 jours plus tard, sa réaction a été dévastatrice. Non seulement elle n'a pas cru en moi, mais elle m'a accusé d'être jalouse de son bonheur, de vouloir saboter son mariage parce que je n'arrivais pas à accepter qu'elle ait trouvé le grand amour. « Vous devenez vieille et amère, maman », ont été ses derniers mots avant de sortir de chez moi en claquant la porte. Peut-être devriez-vous chercher une aide psychologique. Je suis restée seule dans mon appartement, regardant les murs décorés de photos de notre famille, me demandant si je n'étais pas réellement en train de perdre la raison. Est-ce qu'une femme de 66 ans pouvait fantasmer des situations? Est-ce que ma solitude me faisait inventer des choses? Mais je savais que non. Je savais que chaque contact déplacé, chaque regard lascif, chaque commentaire inapproprié avait été réel. Et plus important encore, je savais que si je n'agissais pas, Bastien continuerait à profiter de ma vulnérabilité et de la confiance aveugle de ma fille. C'est alors que j'ai eu une idée qui changerait tout à jamais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert quand j'ai décidé de mener l'enquête par moi-même. Ce que j'ai trouvé était si choquant que ma fille est restée complètement paralysée quand elle a vu les preuves. Si vous voulez savoir comment une mère désespérée a réussi à démasquer l'homme qui trompait sa famille, restez avec moi. Car cette histoire ne fait que commencer, et ce qui va suivre va montrer jusqu'où une mère est capable d'aller pour protéger sa fille, même quand elle ne croit pas avoir besoin d'être protégée. J'ai passé 3 nuits sans bien dormir, élaborant un plan. Ma voisine Madame Leclerc, une dame de 78 ans qui habite l'appartement d'Aix-en-Grave-Côté, a toujours été très observatrice et perspicace. C'est elle qui m'a donné l'idée qui sauverait ma famille. Les nuits marseillaises de novembre étaient particulièrement froides cette année-là. Depuis ma fenêtre, je pouvais voir les lumières du vieux port scintiller dans l'obscurité, et le bruit lointain des derniers tramways de la soirée me tenait compagnie dans mon insomnie. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de ma fille quand elle m'avait appelée menteuse, et cette image me déchirait le cœur. C'est lors d'une de ces nuits blanches que j'ai entendu Madame Leclerc se lever dans l'appartement voisin. Les murs de notre vieil immeuble du 3e arrondissement sont fins, et j'ai reconnu le bruit familier de ses pantoufles sur le parquet. Sans doute souffrait-elle, elle aussi, d'insomnie. Le lendemain matin, en sortant chercher mon pain quotidien à la boulangerie chez Marcel, je l'ai croisée dans l'escalier. Albertine Leclerc était une femme remarquable, ancienne institutrice, elle avait élevé seule ses 3 enfants après que son mari soit mort à la guerre d'Algérie. Ses cheveux blancs étaient toujours impeccablement coiffés, et malgré son âge, ses yeux bleus pétillaient d'intelligence. « Bonjour Vivienne, ma chérie », m'a-t-elle dit en remarquant immédiatement mon visage fatigué. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Voulez-vous prendre un café avec moi ?» Nous nous sommes installés sur la terrasse de notre immeuble, qui offre une vue magnifique sur Notre-Dame de la Garde. Le soleil matinal réchauffait doucement nos visages, et l'odeur des croissants chauds montait depuis la boulangerie du rez-de-chaussée. C'était un de ces moments paisibles que j'avais toujours chéris, mais qui me semblaient maintenant empoisonnés par mes préoccupations. « Albertine, ai-je commencé, hésitante, si quelqu'un vous faisait du mal et que personne ne vous croyait, que feriez-vous » Elle m'a regardé avec cette perspicacité qui la caractérisait, ses mains ridées tenant délicatement sa tasse de café. « Ma chérie, à notre époque, nous avons appris que les mots ne suffisent plus. Les hommes peuvent mentir, manipuler, convaincre. Mais les preuves, elles, ne mentent jamais. » Ces paroles ont résonné en moi comme une révélation. Que voulez-vous dire exactement ? Vivienne, nous vivons à l'époque de la technologie. Tout peut être enregistré, documenté, prouvé. Si quelqu'un vous fait du mal, il faut le piéger avec ses propres actions. Elle a posé sa main sur la mienne,
et j'ai senti dans ce geste toute la solidarité d'une femme qui avait, elle aussi, connu les épreuves de la vie. Mon petit-fils Thomas travaille dans l'informatique. Il pourrait peut-être vous aider. L'idée d'installer une caméra de surveillance dans ma propre maison me paraissait étrange, presque indécente. J'avais toujours considéré mon appartement comme un sanctuaire, un endroit où la vie privée était sacrée. Mais Bastien avait violé cette intimité de la façon la plus répugnante, et je devais me défendre avec les moyens de notre époque. Thomas Leclerc était un jeune homme de 28 ans, informaticien dans une entreprise technologique de Marseille. Grand, mince, avec des cheveux bruns bouclés et des lunettes à monture noire qui lui donnaient un air intellectuel, il avait hérité de la gentillesse de sa grand-mère et de son sens pratique. Quand Madame Leclerc lui a expliqué ma situation, sans entrer dans les détails embarrassants, bien sûr, il s'est montré immédiatement disponible pour m'aider. Tante Vivienne, m'a-t-il dit quand il est venu chez moi le samedi suivant, ce que vous vivez est inacceptable. Nous allons faire en sorte que vous ayez les preuves nécessaires pour vous défendre. Il avait apporté un petit sac contenant du matériel que je n'aurais jamais imaginé voir dans mon salon. La caméra elle-même était minuscule, pas plus grande qu'une pièce de 2 €, avec une qualité d'image que Thomas qualifiait des haute définition. Regardez, m'a-t-il expliqué en me montrant l'écran de son téléphone portable, nous allons la placer derrière ce cadre photo sur votre étagère. Elle aura une vue directe sur le canapé et l'entrée du salon. Le cadre en question contenait une photo de moi et d'Henri lors de notre voyage en Provence, l'année avant sa mort. Nous étions souriants, insouciants, face au champ de lavande d'Apt. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour cette photo servirait à cacher un dispositif d'espionnage dans ma propre maison. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Ai-je demandé, fasciné malgré moi par cette technologie qui me dépassait complètement. C'est très simple, tante Vivienne. La caméra s'active automatiquement quand elle détecte un mouvement dans la pièce. Tout est enregistré directement sur votre téléphone grâce à cette application que je vais installer. Vous n'avez rien à faire d'autre que vérifier les enregistrements quand vous le souhaitez. Thomas a passé plus d'1 heure à m'expliquer le fonctionnement de l'application, avec une patience d'ange. Il m'a montré comment accéder aux vidéos, comment les sauvegarder, comment ajuster les paramètres de sensibilité. Pour une femme de ma génération, qui avait appris à utiliser un téléphone portable seulement quelques années auparavant, c'était un véritable défi technologique. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question, m'a-t-il dit avant de partir. Et surtout, tante Vivienne, ne vous sentez pas coupable d'utiliser ce moyen. Vous avez le droit de vous protéger. Une fois seule, j'ai regardé longuement mon salon transformé. Extérieurement, rien n'avait changé. Mes meubles étaient à leur place habituelle, le canapé en tissu beige qu'Henri et moi avions acheté lors de nos premières années de mariage, la table basse en bois massif héritée de ma mère, les rideaux en dentelle que j'avais confectionnés moi-même. Mais je savais qu'un œil électronique invisible surveillait maintenant chaque mouvement dans cette pièce. Pendant une semaine entière, rien ne s'est passé. Bastien et Amélie m'ont rendu visite 2 fois, mais toujours ensemble, et il s'est comporté comme un parfait gentilhomme. Il a complimenté mon pot-au-feu, a aidé à débarrasser la table, a raconté des anecdotes amusantes de son travail sur la rénovation d'un ancien hôtel particulier du quartier du Panier. Ces moments de normalité apparente me faisaient douter de moi-même. Peut-être avais-je vraiment exagéré ces gestes ? Peut-être mon imagination de femme solitaire m'avait-elle joué des tours ? Quand je voyais Amélie rire à ses plaisanteries, quand je les observais s'embrasser tendrement en partant, je me demandais si je n'étais pas en train de détruire le bonheur de ma fille pour des raisons imaginaires. Mais mon instinct de femme, aiguisé par 66 années d'expérience, me murmurait que quelque chose clochait. Bastien était trop parfait en présence d'Amélie, trop contrôlé, trop calculateur. Les vrais hommes bien ne font pas d'efforts conscients pour paraître irréprochables, ils le sont naturellement. L'occasion que Bastien attendait s'est présentée le jeudi suivant. Ce matin-là, j'arrosais mes géraniums sur le balcon quand mon téléphone a sonné. C'était Amélie, et je pouvais entendre dans sa voix ce mélange d'excitation et de stress qui caractérise les journées importantes au bureau. « Maman, j'ai une réunion cruciale avec un client japonais cet après-midi. »
Mon patron compte sur moi pour décrocher ce contrat. Je ne pourrai te voir qu'en fin de journée, vers 18h. Amélie travaillait comme traductrice dans une agence de communication internationale située dans le quartier d'affaires d'Euroméditerranée. Elle était spécialisée dans les langues asiatiques, japonais et chinois, et ses compétences étaient très recherchées par les entreprises marseillaises qui développaient des partenariats avec l'Asie. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie », ai-je répondu. « Concentre-toi sur ton travail. » Ah, j'allais oublier. Bastien va passer chez toi vers 14h pour récupérer sa perceuse et sa boîte à outils qu'il a oubliées dans ton débarras la semaine dernière. Il en a besoin pour finir des travaux chez nous ce week-end. Ça ne te dérange pas, j'espère? Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai réussi à garder une voix calme. Bien sûr que non, ma chérie. Il connaît le chemin. Merci maman, tu es adorable. À ce soir. Après avoir raccroché, je suis resté immobile sur mon balcon, observant l'agitation de la rue en contrebas. Des étudiants se dirigeaient vers l'université, des commerçants ouvraient leurs boutiques, la vie marseillaise suivait son cours normal. Mais pour moi, cette journée allait être déterminante. J'ai passé la matinée entière dans un état de nervosité extrême. J'ai vérifié au moins 10 fois que la caméra fonctionnait correctement, que la batterie de mon téléphone était chargée à 100%, que l'application d'enregistrement était bien activée. Mes mains tremblaient légèrement chaque fois que je manipulais le téléphone. Pour m'occuper l'esprit, j'ai décidé de préparer une soupe de poisson, une recette traditionnelle que ma mère m'avait transmise et qui demandait plusieurs heures de préparation. Le rituel familier de nettoyer les poissons, de faire revenir les légumes, de laisser mijoter le bouillon, m'aidait à canaliser mon anxiété. À 14h précises, la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Bonjour Vivienne », a dit Bastien avec ce sourire charmeur que je détestais maintenant. Il était habillé de manière décontractée, jean noir et pull en laine gris, mais même dans cette tenue simple, il dégageait cette assurance de jeune homme qui a réussi professionnellement. Désolé de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de mes outils pour terminer la rénovation de notre salle de bain ce week-end. Amélie tient absolument à ce que ce soit fini avant la visite de sa sœur la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème, Bastien. Entrez, je vous en prie. Il est entré et s'est dirigé directement vers le débarras situé près de la cuisine. Je suis resté dans la cuisine, continuant à remuer ma soupe, essayant de paraître naturel malgré mes nerfs à vif. L'odeur des herbes de Provence et du safran remplissait l'air, créant une atmosphère faussement paisible. Quand il est revenu du débarras, portant sa lourde boîte à outils en métal, il a traversé le salon où j'étais maintenant installé. C'est alors que tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, et redouté. « Vivienne », a-t-il dit en posant la boîte par terre, près du canapé, « vous semblez très tendue ces derniers temps. Amélie m'a dit que vous aviez été bizarre lors de notre dernière visite. » Il s'est approché de moi lentement, comme un prédateur qui cerne sa proie. Ses yeux avaient pris cette expression que je connaissais maintenant, un mélange de désir malsain et de sentiment de supériorité. Peut-être avez-vous besoin de vous détendre un peu? Bastien, je pense qu'il vaut mieux que vous partiez maintenant, ai-je dit d'une voix ferme, mais il a continué à s'approcher. Pourquoi tant de hâte? Amélie ne rentrera pas avant plusieurs heures. Ses mains ont touché mes bras, descendant lentement le long de mes manches. Vous êtes une femme très solitaire, Vivienne. Je pourrais vous faire sentir spéciale. J'ai essayé de me dégager, mais il m'a retenu avec plus de force. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Cela peut rester notre secret. Arrêtez cela immédiatement, ai-je crié en le repoussant de toutes mes forces. Il a ri de cette manière troublante que je connaissais déjà. Personne ne vous croira, Vivienne. Qui va croire la parole d'une dame âgée contre un homme jeune et respecté comme moi? Ces paroles m'ont glacé le sang, mais cette fois, j'avais une arme secrète qu'il ne soupçonnait pas. Et puis, a-t-il continué en remettant ses mains sur moi de façon plus agressive, une veuve de votre âge devrait être reconnaissante qu'un homme comme moi s'intéresse encore à elle. J'ai repoussé ses mains une fois de plus, le regard plein de dégoût.
Vous êtes répugnant, Bastien. Comment osez-vous trahir ma fille de cette façon? Amélie n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Elle est naïve et fait confiance aveuglément. Tant qu'elle reste dans l'ignorance, tout le monde est content. Cette phrase m'a révélé la vraie nature de Bastien. Non seulement il me manquait de respect, mais il méprisait profondément ma fille, la considérant comme une idiote facile à manipuler. Bastien a finalement pris ses outils et s'est dirigé vers la porte. Mais avant de partir, il s'est arrêté et s'est approché de moi une dernière fois. « Si vous racontez quoi que ce soit à Amélie, » a-t-il murmuré près de mon oreille, « je lui dirai que vous avez des hallucinations dues à votre âge. » À qui pensez-vous qu'elle fera confiance? À son mari qui l'aime et la protège, ou à sa mère qui devient gâteuse? Cette menace m'a fait comprendre à quel point Bastien était calculateur et dangereux. Il avait déjà préparé sa défense, anticipé mes réactions, élaboré une stratégie pour détruire ma crédibilité. Après son départ, j'ai couru vers mon téléphone, mes mains tremblant tellement que j'ai failli le faire tomber. Mais quand j'ai ouvert l'application d'enregistrement, mon cœur s'est mis à danser de joie. Tout était là. Chaque mot, chaque geste déplacé, chaque moment de manque de respect était enregistré en haute définition, avec un son cristallin. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Enfin, j'avais la preuve irréfutable que j'avais besoin pour protéger ma fille. Mais je ne pouvais pas imaginer que confronter Bastien avec cette évidence déclencherait une série d'événements qui failliraient détruire notre famille d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'ai attendu jusqu'au dimanche pour montrer la vidéo à Amélie. Je voulais que ce soit un moment où nous pourrions parler calmement, sans hâte, et qu'elle soit émotionnellement préparée à ce qu'elle était sur le point de découvrir sur l'homme qu'elle avait épousé. Les 3 jours d'attente ont été les plus longs de ma vie. Chaque fois que mon téléphone sonnait, j'espérais que ce soit ma fille qui appelait, mais en même temps je redoutais ce moment de vérité. Le samedi soir, j'ai à peine touché à mon dîner, une simple salade niçoise que j'avais préparée machinalement. Mon appartement me semblait plus silencieux que jamais, rythmé seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne d'Henri et les bruits lointains de la circulation sur la Canebière. Ce dimanche matin, je me suis levé avant l'aube. Depuis ma fenêtre, j'ai regardé Marseille s'éveiller lentement, les premières lueurs dorées sur les toits du vieux port, les mouettes qui criaient au-dessus du port, les rares promeneurs matinaux qui descendaient vers la mer. Cette beauté familière me réconfortait, me rappelant que la vie continuait malgré les tempêtes personnelles. J'ai décidé d'inviter Amélie pour un déjeuner spécial. Je voulais créer une atmosphère chaleureuse et rassurante avant de lui révéler cette vérité qui allait bouleverser sa vie. J'ai choisi de préparer sa bouillabaisse préférée, la même recette que ma mère m'avait enseignée quand j'étais jeune mariée, et que sa mère à elle tenait de sa grand-mère marseillaise. Dès 8 heures du matin, je suis descendue au marché aux poissons du Vieux-Port. L'endroit grouillait déjà d'activité, les pêcheurs arrangeaient leurs étals, les restaurateurs sélectionnaient les plus beaux spécimens, les ménagères expertes négociaient les prix avec l'accent chantant du midi. J'ai choisi avec soin les poissons nécessaires, de la rascasse rouge, du Saint-Pierre, de la lotte, quelques langoustines pour enrichir le bouillon. Pour une bouillabaisse de dimanche, Madame Rousselot m'a demandé Marcel, le poissonnier que je fréquente depuis 20 ans. « Vous recevez de la famille ? Ma fille vient déjeuner, ai-je répondu, en essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Ah, la petite Amélie. Elle a de la chance d'avoir une maman qui cuisine comme vous. En rentrant chez moi, les bras chargés de mes achats, j'ai croisé Madame Leclerc dans l'escalier. Elle m'a regardé avec cette perspicacité qui la caractérise. « C'est aujourd'hui que vous lui montrez, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Courage, ma chérie. Vous faites ce qu'il faut pour protéger votre fille. » De retour dans ma cuisine, j'ai commencé la préparation rituelle de la bouillabaisse. Éplucher les légumes, nettoyer les poissons, préparer la rouille. Chaque geste familier m'aidait à calmer mes nerfs. L'odeur du safran, de l'ail et des herbes de Provence a progressivement embaumé l'appartement, créant cette atmosphère de foyer que j'avais toujours voulu offrir à ma famille. Vers 11 heures, j'ai appelé Amélie. « Ma chérie,
Cela te dirait de venir déjeuner? Je prépare ta bouillabaisse préférée. Il y a eu un silence au bout du fil. Depuis notre dispute, nous n'avions échangé que des politesses distantes, et je sentais qu'elle hésitait. Maman, a-t-elle commencé. S'il te plaît, Amélie. J'aimerais qu'on se réconcilie. Et puis, ta bouillabaisse sera gâchée si tu ne viens pas. Tu sais que je ne supporte pas le gaspillage. Elle a fini par accepter, et j'ai raccroché avec un mélange de soulagement et d'appréhension. À 13h précises, Amélie a sonné à ma porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu un pincement au cœur en voyant son visage. Elle avait maigri, des cernes soulignaient ses yeux verts, et elle semblait porter le poids d'une fatigue qui allait au-delà du simple manque de sommeil. « Bonjour maman », a-t-elle dit avec une politesse forcée. « Bonjour ma chérie. Entre, tout est prêt. » Elle portait une blouse blanche simple et un jean, ses cheveux châtains étaient retenus en queue de cheval basse. Malgré sa beauté naturelle, je voyais qu'elle n'allait pas bien. Était-ce à cause de notre dispute, ou y avait-il autre chose? Nous nous sommes installés à table dans un silence tendu. J'ai servi la bouillabaisse dans les bols en faïence de moustier que j'avais reçus en cadeau de mariage. Le plat fumait délicieusement, libérant tous ces arômes méditerranéens qui d'habitude nous mettaient de bonne humeur. « Elle est délicieuse comme toujours, maman », a dit Amélie en dégustant la soupe avec un plaisir visible. Pour la première fois depuis son arrivée, son visage s'est détendu. « Comment va le travail ?» ai-je demandé, essayant de renouer le dialogue. « Très bien. J'ai décroché le contrat avec les Japonais jeudi dernier. Mon patron est très content. » Elle a marqué une pause. « Et Bastien est fier de moi. Il dit que je suis la femme la plus intelligente qu'il connaisse. » Chaque mention de Bastien me serrait le cœur, mais je me suis forcée à sourire. « C'est merveilleux, ma chérie. Tu as toujours été brillante. » Nous avons continué à manger en évoquant des sujets neutres, la météo, les travaux de rénovation dans leur appartement, les projets de vacances en Corse l'été prochain. Petit à petit, l'atmosphère s'est réchauffée, et j'ai retrouvé des bribes de la complicité que nous partagions avant cette terrible histoire. Mais le moment était venu d'aborder le sujet qui nous préoccupait toutes les deux. « Amélie, ai-je commencé avec précaution, il faut que je te montre quelque chose d'important. » Son visage s'est immédiatement assombri. « Maman, si c'est encore à propos de Bastien, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus entendre ces accusations absurdes. Cette fois, c'est différent. J'ai des preuves. » Elle a posé sa cuillère et m'a regardé avec un mélange de lassitude et d'irritation. « Quelle preuve? De quoi parles-tu? » J'ai pris mon téléphone portable, mes mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de la gravité du moment. Je savais que j'étais sur le point de détruire l'illusion de bonheur de ma fille, mais je savais aussi que c'était nécessaire pour la protéger. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en fronçant les sourcils. « Regarde. » J'ai posé le téléphone sur la table entre nous et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a commencé, montrant Bastien entrant dans le salon, posant sa boîte à outils par terre, s'approchant de moi. Chaque parole qu'il avait prononcée, chaque geste déplacé, chaque moment de harcèlement était là, enregistré sans possibilité de déni. J'ai observé le visage d'Amélie pendant qu'elle regardait. D'abord, la confusion. Elle penchait la tête, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Puis, l'incrédulité. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Ensuite est venue une pâleur qui m'a fait craindre pour sa santé. Toute couleur a quitté son visage, ses mains ont commencé à trembler, et elle a porté une main à sa bouche comme si elle était sur le point de vomir. « Mon Dieu !» a-t-elle chuchoté, ses yeux fixés sur l'écran. Quand la vidéo s'est terminée, nous sommes restés en silence pendant de longues minutes. Amélie regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet maudit, incapable de traiter complètement ce qu'elle venait de voir. « Maman » a-t-elle finalement dit, la voix brisée, « depuis combien de temps cela dure-t-il » ? « 3 mois, ai-je répondu doucement. « Depuis votre anniversaire de mariage. »
Les larmes ont commencé à couler sur son visage. D'abord quelques gouttes silencieuses, puis des sanglots qui semblaient venir du plus profond de son être. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu attendu si longtemps? J'ai essayé de te le dire, ma chérie. Il y a 3 semaines, quand tu es venue ici, j'ai essayé. Mais tu ne m'as pas cru. Tu m'as traitée de menteuse. » Amélie a couvert son visage de ses mains et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Entre les sanglots, elle murmurait « Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu ne rien remarquer ?» Je me suis levée et je l'ai prise dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. C'était la première fois depuis des années qu'elle me laissait la consoler de cette façon, et malgré les circonstances terribles, j'ai ressenti une connexion émotionnelle avec ma fille que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Tu n'es responsable de rien, Amélie. Bastien est un manipulateur très habile. Il savait exactement comment se comporter devant toi et comment agir quand nous étions seuls. Mais j'aurais dû m'en apercevoir. Je suis ta fille, j'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu étais amoureuse et confiante. Il n'y a rien de mal à cela. Nous sommes restés enlacés pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'elle se calme un peu. Puis, les yeux rougis mais déterminés, elle m'a regardé et a dit « Il faut que je le confronte. Aujourd'hui même. Amélie, peut-être vaudrait-il mieux que tu réfléchisses un peu avant de... » Non, maman. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge, ne serait-ce qu'une journée de plus. Elle a pris son téléphone et a appelé Bastien, lui demandant de venir chez moi d'urgence. Dis que c'est important, a-t-elle insisté au téléphone. Il faut que je te parle de quelque chose qui concerne ma mère. Quand elle a raccroché, elle m'a regardé avec une expression qui mêlait détermination et peur. Il va essayer de tout nier, n'est-ce pas? Probablement. Mais maintenant nous avons des preuves irréfutables. Une demi-heure plus tard, nous avons entendu la sonnette. Bastien est arrivé, l'air préoccupé mais gardant encore cette posture confiante que j'avais appris à détester. Il portait un polo bleu marine et un pantalon en toile beige, sa tenue décontractée du dimanche qui lui donnait l'air d'un homme sans histoire. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé en regardant alternativement Amélie et moi. « Ta mère va bien ?» Amélie n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a pris mon téléphone et lui a montré la vidéo. La transformation sur le visage de Bastien a été instantanée et révélatrice. La couleur a complètement disparu de son visage, ses yeux se sont écarquillés, et pendant un moment, il a eu l'air d'un enfant pris en flagrant délit de bêtise. Mais Bastien était un manipulateur expérimenté. Après les premières secondes de choc, j'ai vu son cerveau se remettre en marche, cherchant déjà une stratégie de défense. « Amélie, je peux t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» a-t-elle crié avec une fureur que je ne lui avais jamais vue. Expliquer comment tu harcelais ma mère depuis des mois? Expliquer comment tu m'as fait croire qu'elle mentait? Ce n'est pas ce que ça paraît être. J'étais simplement en train d'être gentil avec ta mère. Elle a mal interprété. Mal interprété? Amélie était debout maintenant, tremblant de rage. Tu as dit que ça pouvait être notre secret. Tu as dit que personne ne la croirait. Bastien a essayé de s'approcher d'elle, mais elle a reculé. Amélie, s'il te plaît, tu dois comprendre. Ta mère vieillit, parfois les personnes âgées fantasment. C'est à ce moment-là qu'Amélie a fait quelque chose qui m'a rendue à la fois fière et inquiète. Elle lui a donné une gifle si forte que le bruit a résonné dans tout l'appartement. N'ose plus jamais parler de ma mère de cette façon. Sors de ma vie et ne reparais plus jamais devant nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. Bastien a porté sa main à sa joue, ses yeux passant de la surprise à la colère, puis à quelque chose de plus sombre que je n'arrivais pas à identifier. « Tu le regretteras, Amélie » a-t-il dit d'une voix basse et menaçante que je ne lui connaissais pas, « tu ne sais pas de quoi je suis capable. »« Sors d'ici » a crié ma fille. « Sors d'ici immédiatement » Bastien s'est dirigé vers la porte, mais il s'est arrêté sur le seuil et s'est retourné vers nous. L'homme charmant et poli que nous connaissions avait complètement disparu,
remplacé par quelqu'un de froid et de calculateur. Vous pensez avoir gagné, a-t-il dit avec un sourire glacial. Cette histoire ne fait que commencer. Il est parti sans claquer la porte, ce qui était d'une certaine manière plus inquiétant que s'il avait explosé de colère. Son contrôle apparent dans cette situation me faisait comprendre que nous avions affaire à quelqu'un de bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Après son départ, Amélie s'est effondrée sur le canapé, épuisée par l'intensité émotionnelle de la confrontation. « Maman, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ai-je pu être si naïve ? » Tu n'as pas été naïve, ma chérie. Tu as fait confiance à l'homme que tu aimais. C'est normal et c'est beau. C'est lui qui a trahi cette confiance. Mais maintenant ? Où est-ce que je vais vivre ? Tous nos amis vont penser que je suis folle d'avoir quitté Bastien. Il est si populaire, si respecté. Tu vas venir ici, chez moi, le temps qu'il faut. Et nous affronterons ensemble tout ce qui viendra. Cette nuit-là, Amélie a dormi dans sa chambre d'enfance pour la première fois depuis des années. Mais ni elle ni moi n'avons vraiment fermé l'œil. Nous sentions toutes les deux que Bastien n'accepterait pas cette défaite silencieusement, et que ce qui allait suivre testerait notre famille d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. J'avais raison de m'inquiéter. Les événements des semaines suivantes allaient nous montrer jusqu'où un homme humilié et furieux peut aller pour se venger. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, Amélie s'est installée temporairement chez moi. Elle ne supportait pas l'idée de rester dans la maison qu'elle avait partagée avec Bastien, et j'étais heureuse de l'avoir près de moi à nouveau, même dans des circonstances si douloureuses. Les premiers jours ont été particulièrement difficiles. Amélie passait des heures assise sur le balcon, regardant le va-et-vient sur la canebière, perdue dans ses pensées. Parfois, je la trouvais en train de pleurer silencieusement, tenant dans ses mains les photos de son mariage qu'elle avait récupérées dans son appartement. D'autres fois, elle était en colère, tempêtant contre sa propre naïveté, contre les signaux d'alarme qu'elle pensait avoir ratés. « Comment ai-je pu être si aveugle, maman ?» me répétait-elle sans cesse. Il y avait forcément des signes. Comment ai-je pu ne rien voir ? Je m'efforçais de la rassurer, de lui expliquer que les manipulateurs comme Bastien sont des experts dans l'art de dissimuler leur vraie nature. Mais au fond de moi, je m'inquiétais. Amélie était ma fille unique, celle pour qui j'avais tout sacrifié après la mort d'Henri. La voir souffrir ainsi me déchirait le cœur. Le mercredi suivant notre confrontation, alors que nous prenions le petit déjeuner ensemble, café noir et croissant de la boulangerie chez Marcel, le téléphone d'Amélie a sonné. C'était son bureau. Son visage s'est assombri dès qu'elle a décroché. « Bonjour monsieur Blanchard. »« Oui, je comprends. Une réunion urgente ? Maintenant ? D'accord, j'arrive tout de suite. » Quand elle a raccroché, ses mains tremblaient légèrement. « Mon superviseur veut me voir immédiatement. Il a dit que c'était très important. »« Tu veux que je t'accompagne ?» ai-je proposé, inquiète de voir son état d'anxiété. « Non maman, ça va aller. Ce n'est probablement rien. » Mais quand Amélie est rentrée 3 heures plus tard, son visage était livide. Elle s'est effondrée sur le canapé du salon, les yeux rougis par les larmes qu'elle avait visiblement versées. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ? » Bastien. A-t-elle commencé, la voix entrecoupée. Il a contacté mon bureau. Il leur a dit que tu souffrais de démence et que j'étais influencée par tes délires. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Monsieur Blanchard m'a convoqué pour me dire qu'ils avaient reçu des informations préoccupantes sur ma situation familiale. Bastien leur a raconté que tu avais des hallucinations dues à ton âge et que nous essayions de le faire chanter avec des vidéos falsifiées. Je me suis assise à côté d'elle, l'incrédulité me coupant le souffle. Comment ose-t-il ? Et qu'a dit ton patron ? Il m'a dit que cela mettait ma position dans l'entreprise en situation délicate. Que si des accusations de chantage étaient vraies, l'entreprise ne pourrait pas garder quelqu'un d'aussi peu fiable. Amélie a éclaté en sanglots. Maman, il est en train d'essayer de détruire ma carrière. C'est à ce moment-là que nous avons compris la véritable nature de Bastien.
Il n'était pas simplement un homme qui harcelait les femmes, c'était un manipulateur systématique qui utilisait sa position sociale et professionnelle pour détruire quiconque s'opposait à lui. Cette révélation m'a fait réaliser l'ampleur du défi qui nous attendait. Bastien avait des ressources, des connexions et une réputation établie dans le milieu professionnel marseillais. Il connaissait les bonnes personnes, savait comment présenter les choses en sa faveur. Nous n'étions que deux femmes face à un système qui historiquement favorisait les hommes comme lui. Ce soir-là, Amélie a pleuré dans mes bras comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle était enfant. « Maman, et si personne ne nous croit? Et s'il réussit à convaincre tout le monde que tu es malade? Et si je perds mon travail à cause de cette histoire? Ma chérie, lui ai-je dit en caressant ses cheveux comme quand elle était petite, la vérité finit toujours par se révéler. Nous devons être fortes et avoir foi en la justice. Mais intérieurement, moi aussi j'étais inquiète. Comment pouvions-nous lutter contre quelqu'un qui avait manifestement l'expérience de ce genre de guerre psychologique? Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Madame Leclerc a frappé à notre porte avec une expression grave sur le visage. « Vivienne, il faut que je vous parle. » C'est à propos de Bastien. Elle est entrée et s'est installée dans ma cuisine, acceptant le café que je lui ai offert. Ses mains ridées tenaient délicatement la tasse en porcelaine, et j'ai remarqué qu'elle semblait plus agitée que d'habitude. Hier soir, j'ai reçu un appel très intéressant. C'était d'une femme nommée Sophie Martineau. Elle a vu Bastien sortir de notre immeuble plusieurs fois ces derniers mois, et quand elle a appris ce qui s'était passé grâce à Thomas, elle a décidé de me contacter. Amélie et moi nous sommes regardés, sans comprendre où cela menait. Sophie travaille dans la même entreprise d'architecture que Bastien, a continué Madame Leclerc. Et elle a une histoire très similaire à la vôtre, Vivienne. Mon cœur s'est arrêté un moment. Que voulez-vous dire? Bastien l'a harcelée elle aussi. Il y a 2 ans. Mais quand elle a essayé de signaler l'incident aux ressources humaines, il a réussi à manipuler la situation de telle façon qu'elle a été licenciée pour comportement inapproprié sur le lieu de travail. Amélie est devenue pâle. Donc je ne suis pas la première personne qui l'a trompée. Non, ma chérie. Et Sophie n'est pas la seule. Elle connaît au moins 3 autres femmes qui ont eu des expériences similaires avec lui. Cette révélation a changé complètement notre perspective sur la situation. Nous n'étions plus seuls face à Bastien. Il y avait d'autres victimes, d'autres femmes qui avaient souffert de ses agissements. Sophie Martineau s'est révélée être une femme remarquable. Âgée de 32 ans, architecte talentueuse, elle avait quitté l'entreprise de Bastien pour fonder sa propre agence. Quand nous l'avons rencontrée pour la première fois, dans un café près du Vieux-Port, j'ai immédiatement ressenti une connexion avec elle. « Madame Rousselot », m'a-t-elle dit en serrant mes mains dans les siennes, « quand j'ai appris ce qui vous était arrivé, j'ai su que je devais agir. » Bastien m'a fait la même chose il y a 2 ans, et j'ai gardé le silence trop longtemps. Sophie nous a raconté son histoire. Bastien était son supérieur hiérarchique quand elle travaillait dans l'entreprise. Au début, tout se passait bien professionnellement. Mais progressivement, il avait commencé à faire des commentaires déplacés sur son apparence, à trouver des excuses pour la toucher, accidentellement, à l'inviter à des dîners d'affaires qui se transformaient en tentatives de séduction. Le pire, nous a-t-elle confié, c'est qu'il faisait tout cela avec un tel naturel que j'ai commencé à douter de mes propres perceptions. Il me faisait croire que j'interprétais mal ses gestes, que j'étais trop sensible. Le parallèle avec ma propre expérience était saisissant. Bastien utilisait exactement les mêmes techniques de manipulation, il profitait de moments d'isolement, minimisait ses actions quand on les confrontait, et retournait la situation pour faire culpabiliser ses victimes. Quand j'ai finalement trouvé le courage de porter plainte auprès des ressources humaines, a continué Sophie, Bastien avait déjà préparé sa défense. Il a prétendu que j'étais instable émotionnellement, que je faisais des avances non désirées et que mes accusations étaient le résultat de ma frustration d'avoir été rejetée. Et ils l'ont cru, a demandé Amélie, incrédule. Pas seulement ils l'ont cru, mais ils m'ont licencié pour création d'un environnement de travail hostile.
Bastien avait réussi à retourner complètement la situation en sa faveur. Cette histoire nous a fait comprendre l'ampleur de la manipulation de Bastien. Ce n'étaient pas des incidents isolés ou des malentendus. C'était un comportement systématique et calculé. Dans les semaines qui ont suivi, Sophie nous a aidés à entrer en contact avec les autres victimes de Bastien. Il y avait Nathalie, une ancienne secrétaire de 28 ans qui avait quitté l'entreprise après avoir subi ses avances répétées. Il y avait aussi Marie-Claire, une consultante de 45 ans qui avait travaillé sur plusieurs projets avec lui et qui avait vécu des expériences similaires aux miennes. Chaque témoignage révélait le même schéma. Bastien choisissait des femmes qu'il percevait comme vulnérables, des femmes âgées comme moi, des employés subordonnés, des femmes en situation familiale compliquée. Il les harcelait de façon calculée, toujours en s'assurant qu'il n'y ait pas de témoins, et quand elles tentaient de se défendre, il utilisait sa position sociale pour les discréditer. La force que nous avons trouvée dans cette union était extraordinaire. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je ne me sentais plus seule et impuissante. Nous étions un groupe de femmes déterminées à ne plus laisser Bastien détruire d'autres vies. Avec l'aide de Sophie et des autres femmes, Amélie a non seulement réussi à conserver son emploi, mais aussi à initier une procédure judiciaire contre Bastien. La vidéo que j'avais enregistrée est devenue une pièce maîtresse dans l'affaire, mais plus important encore était le courage que nous avions toutes trouvé pour rester unies et lutter ensemble. Le procès a duré 3 mois intenses. Bastien a tout essayé, depuis remettre en question ma santé mentale jusqu'à prétendre que la vidéo avait été manipulée. Il a engagé un avocat réputé, a fait pression sur des témoins potentiels, a même tenté de soudoyer certaines d'entre nous pour que nous retirions nos plaintes. Mais la quantité de preuves et de témoignages était irréfutable. 5 femmes différentes, avec des histoires cohérentes, soutenues par des preuves vidéo et des témoignages de proches. Même le meilleur avocat ne pouvait pas faire disparaître une telle accumulation d'évidences. Le jour du verdict, nous étions toutes présentes dans la salle d'audience du tribunal de Marseille. Quand le juge a annoncé que Bastien était reconnu coupable de harcèlement sexuel et condamné à 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende substantielle et à l'interdiction d'exercer dans son domaine pendant 5 ans, j'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Mais plus important que la condamnation elle-même était le fait que sa véritable nature avait été exposée publiquement, protégeant ainsi d'autres femmes de subir ce que nous avions enduré. Le changement le plus profond s'est opéré dans la relation entre Amélie et moi. Le traumatisme que nous avions vécu ensemble nous avait rapprochés d'une façon que des années de vie normale n'auraient jamais pu accomplir. « Maman », m'a-t-elle dit le soir du verdict, alors que nous étions assises sur la terrasse de l'immeuble, regardant le coucher de soleil sur Marseille, « pardonne-moi de ne pas t'avoir cru immédiatement. Pardonne-moi de t'avoir traitée de menteuse. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit, ma chérie. Tu étais manipulée par un homme très habile. Mais j'aurais dû te faire confiance. Tu es ma mère. Tu m'as élevée seule, tu m'as protégée toute ma vie. J'aurais dû savoir que tu n'inventeras jamais une chose pareille. » J'ai pris sa main, sentant les larmes monter à mes yeux. L'important, c'est qu'à la fin, nous soyons restés unis. Et que nous ayons réussi à transformer notre douleur en quelque chose qui peut aider d'autres femmes. Aujourd'hui, 6 mois après le procès, Amélie vit encore avec moi. Elle dit qu'elle veut profiter de ce temps pour reconstruire notre relation et aussi pour guérir émotionnellement du traumatisme d'avoir été trompée pendant si longtemps. Nous avons créé un groupe de soutien pour les femmes qui ont vécu des situations similaires. Sophie est devenue une grande amie, et toutes les semaines nous nous réunissons pour partager nos expériences et fournir un soutien mutuel. Le groupe s'est agrandi, et nous aidons maintenant des dizaines de femmes qui ont trouvé le courage de parler grâce à notre exemple. Notre histoire a même été reprise par les médias locaux. France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait un reportage sur notre cas, mettant en lumière le problème du harcèlement contre les femmes âgées, un sujet souvent ignoré par la société. Cela nous a permis d'atteindre encore plus de victimes potentielles et de les encourager à briser le silence. La leçon la plus importante que j'ai tirée de cette expérience est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à l'illusion.
Si j'étais restée silencieuse pour ne pas perturber le bonheur apparent de ma fille, Bastien aurait continué à abuser non seulement de nous, mais aussi d'autres femmes. J'ai appris que l'âge ne nous rend pas moins précieuses ou moins dignes de respect. J'ai appris qu'une mère ne doit jamais s'excuser de protéger sa fille, même quand celle-ci ne comprend pas qu'elle a besoin d'être protégée. Mais surtout, j'ai appris que quand les femmes s'unissent pour lutter contre l'injustice, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Amélie fréquente quelqu'un d'autre maintenant, un homme gentil nommé Lucas qu'elle a rencontré dans notre groupe de soutien. Il est le fils d'une des femmes de notre groupe et comprend parfaitement ce que nous avons traversé. Ils construisent une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Et moi? À 66 ans, j'ai découvert que j'avais encore beaucoup à offrir au monde. J'écris un livre sur notre expérience, dans l'espoir qu'il puisse aider d'autres familles qui traversent des situations similaires. J'ai aussi commencé à donner des conférences dans des associations de femmes, partageant notre histoire pour encourager d'autres victimes à parler. Parfois, quand je suis seule chez moi, je regarde le cadre photo où la caméra était cachée et je souris. Ce petit dispositif a sauvé ma famille et protégé beaucoup d'autres femmes. S'il y a une chose que j'aimerais que toutes les femmes sachent, c'est ceci: faites confiance à vos instincts. Si quelque chose ne semble pas correct, c'est probablement que ça ne l'est pas. Et n'ayez jamais peur de chercher la vérité, même quand elle fait mal. Car à la fin, la vérité est la seule chose qui puisse nous libérer. Notre appartement est redevenu un foyer chaleureux. Les rires d'Amélie résonnent à nouveau dans les couloirs, et quand Lucas vient dîner le dimanche, je prépare ma bouillabaisse spéciale. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, nous savons tous que l'amour véritable se construit sur la confiance, le respect et l'honnêteté. Et cette leçon, aussi durement apprise soit-elle, en valait la peine. Aujourd'hui, à 66 ans, quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que nous avons traversé, je me demande combien de femmes comme moi vivent cette même angoisse en ce moment précis. Combien de mères sont discréditées par leurs propres filles? Combien de grands-mères souffrent en silence, pensant que personne ne les croira? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur. Peut-être reconnaissez-vous votre propre douleur dans ces mots. Peut-être êtes-vous cette fille qui n'a pas cru sa mère. Ou peut-être êtes-vous comme j'étais, seule, effrayée, ne sachant pas si ce que vous ressentiez était réel. Je veux que vous sachiez, vos instincts ne mentent pas. Votre expérience a de la valeur. Votre parole compte, quel que soit votre âge. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage d'installer cette caméra? Auriez-vous affronté la possibilité de détruire le bonheur de votre fille pour la protéger? Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, partagez votre histoire. Parfois, un mot d'encouragement peut sauver la vie de quelqu'un qui traverse ce que nous avons traversé. Ne laissez pas cette histoire se perdre dans le silence. Si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que d'autres histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées. D'autres voix comme la nôtre ont besoin d'être entendues. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour lutter pour la vérité. Nous ne sommes jamais trop âgés pour protéger ceux que nous aimons. Et nous ne sommes jamais seuls quand nous trouvons le courage de parler.